La sirène que vous entendez, c'est celle du Haut-Fourneau. Ce matin, la dernière coulée de fonte a démarré à 7h30. C'est la fin de 80 années de labeur sidérurgique à laquelle on a pu assister. Depuis 30 ans, on nous annonce la fin de l'industrie française. Déclin de la sidérurgie, délocalisation du textile, de l'informatique, mort de l'horlogerie. La liste est longue. Les fermetures d'usines ne font plus la une des journaux télévisés. À Morée, capitale historique de la lunetterie, on promettait le même destin. La crise est arrivée. Quelques usines ont mis la clé sous la porte, d'autres ont délocalisé la fabrication de leurs montures. Mais l'industrie de la lunette est toujours debout. 4 à 5 millions de montures sont fabriquées chaque année. Le Haut-Jura reste le creuset de la lunetterie. Comment s'est organisée cette résistance? Cette industrie de main-d'œuvre peut-elle tenir face à la guerre des prix et la concurrence mondiale? On a un petit peu l'impression qu'on n'a jamais fini, qu'il y a toujours quelque chose à faire sur la monture pour qu'elle soit plus jolie, plus présentable. Et on a cette impression aussi d'avoir créé quelque chose et c'est très, très, très agréable. On a une certaine fierté qu'on n'a pas quand on fait un travail qui n'est pas manuel. On retrouve ça que dans ces métiers manuels, que ce soit le bois, que ce soit la mécanique, que ce soit la lunette. Voilà. Surnommée la Combe Noire, rien ne semblait destiner la vallée de Morée à devenir un cœur industriel. Rien, si ce n'est la présence d'un torrent de montagne, la Vienne, qui attira très tôt les habitants des villages voisins, venus installer des forges, gourmandes en énergie hydraulique. C'est un de ces forgerons, Pierre-Hyacinthe Sainte-Cazot, qui eut l'idée de façonner du fil de fer pour en faire une monture de lunettes. C'était en 1796. 2 siècles plus tard, une quarantaine d'entreprises de lunetterie sont toujours implantées dans le canton de Morée. Parmi elles, la société Gouverneur Audigier, créée en 1878. Au bord de la faillite, cette fabrique vient d'être reprise par 2 entrepreneurs passionnés de lunetterie. C'est un lieu très particulier, unique au monde, dans la mesure où une entreprise qui a conservé pendant plus d'1 siècle les ateliers tels qu'ils pouvaient l'être, avec des machines historiques, avec des savoir-faire historiques qui ont été perpétués dans le temps, c'est assez unique, oui. Et c'est ce qui a fait du reste tout l'intérêt de la reprise de cette société, et on cherche à perpétuer les savoir-faire dans le respect de cette tradition, de ces traditions de fabrication, de ces savoir-faire particuliers. Tout était resté pratiquement en l'état, à savoir, bon, ne serait-ce que bon, les machines, ce qui est assez fabuleux, c'est-à-dire qu'on a des machines quand même qui datent de 1850, 1880, 1900, et qui sont toujours en état de marche. Donc déjà au niveau du patrimoine, enfin c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Enfin, on rentrait dans un musée, mais bon, un musée en état de marche. Il y a un savoir-faire qui est extraordinaire. C'est un petit peu ce qui a été le ciment de notre collaboration. Je veux dire, tout est resté dans l'état, quoi. On n'a absolument rien inventé. C'était important pour nous d'être là, d'y rester, à Morée, le berceau de la lunetterie. Dans la reprise de Gouverneur Audigier, l'unité de lieu, comme celle du théâtre de Molière, on va dire, nous importait beaucoup avec mon partenaire Frédéric Ferrand. L'histoire est une composante essentielle. Comme les clous ou les pièces d'horloge, les lunettes furent longtemps façonnées dans de petits ateliers installés dans des fermes. Au fil des ans, ces ateliers ont disparu ou se sont regroupés pour donner naissance à de petites fabriques de lunetterie. Sur les hauteurs de Morée, la ferme Giraud a été la dernière à pratiquer cette double activité.
Alors, moi, j'ai commencé à 14 ans. Je continuais mes études et puis je travaillais aussi à la ferme et puis à l'atelier. Donc des journées bien remplies pas des semaines de 35 heures, mais des semaines plutôt de 60 heures, 70 heures. Les fermes, c'était des petites fermes de 2 ou 3 vaches. C'était pas suffisant pour arriver à vivre. Surtout certaines années, il y avait des années de disette, des hivers très très longs, rigoureux. Donc il fallait aussi occuper le temps pendant l'hiver. Donc les paysans avaient ce travail nécessaire à la survie des familles. J'ai aussi gardé, comme mon père, un petit peu cette double activité. Je m'occupais aussi de la ferme. Alors il est vrai que c'est très facile puisque tout est dans les bâtiments. Quand il est l'heure d'aller donner les repas au bétail, eh bien on a juste à traverser et on se retrouve dans l'étable. On est dans le pays de la montagne à vaches. On va en quelque sorte nourrir le bétail, le traire le matin et le soir. Et entre ces deux traites hivernales, on a beaucoup de temps libre et on est en quelque sorte coincé dans la ferme par la neige. Et l'une des solutions, c'est de travailler donc à la fenêtre, d'occuper ce temps libre. Donc il y a un lien très très fort entre une exploitation agricole dans un hameau qui porte votre nom. C'est identitaire. On ne peut pas quitter cette terre aussi facilement. D'où la nécessité de trouver d'autres sources de revenus. Paysans horlogers, paysans lunetiers. Sur un siècle et demi, on a effectivement pluriactivité, double activité. On a utilisé la maîtrise du métal parce qu'on avait un système de couverture des toits et de couverture des façades, les fameux tavaillons, qui exigeait que l'on ait une forge domestique et qu'on soit capable de forger à tout moment des clous pour entretenir ces fermes pendant l'hiver. C'était quand même un travail familial. Au départ, c'était le grand-père, après c'était mon père et mon oncle, ma mère, ma tante, tout le monde travaillait dans l'entreprise, disons. C'était un petit peu à l'étroit, mais ma foi, on arrivait à travailler sur la lunette. Voilà, c'était quand même un travail très minutieux pour finir, parce que le paysan qui faisait ce travail de finisseur de lunettes fabriquait lui-même ses outils. On va confier dès le plus jeune âge les tâches les plus simples aux enfants. Les femmes, puisque ce sont des produits légers, les femmes, surtout dans la lunetterie, il y a beaucoup de femmes qui travaillent à domicile. Au XIXe siècle, le principe est le suivant. Le salaire d'une femme est la moitié de celui d'un homme, parce qu'on estime que le salaire d'une femme vient compléter le salaire d'un homme. Et le salaire d'un enfant, c'est souvent le quart de celui du chef de famille. Il y a tellement d'opérations et tellement de choses à savoir qu'on apprend vraiment sur le tas. Si on n'a pas un professeur qui a appris ça lui-même de quelqu'un qui était plus ancien, c'est ça qui est intéressant, c'est le passage du savoir de l'ancien vers le jeune. Et moi, à l'époque, j'avais 19 ans, donc c'est vrai que c'était assez enrichissant, quoi. Sur une lunette métal, on peut avoir jusqu'à 250 opérations. La soudure, le traitement de surface, les passes des bavurages, le rhabillage, le montage de verre, le montage de manchons, les cambrages, l'essuyage, l'emballage final, le BL et la facture, bien sûr, qui compte beaucoup. Voilà.
Donc sur une branche, comme ça, on peut avoir jusqu'à 28 opérations. On a l'impression que c'est jamais fini. Voilà. Malgré la modernisation de l'outillage, la fabrication d'une paire de lunettes reste à la frontière de l'artisanat. Comme au temps de Pierre-Hyacinthe Cazot, une monture métallique est au départ un simple fil de fer, de bronze ou d'inox, qui est ensuite mis en forme, galvé, soudé, avant de pouvoir être traité, coloré, verni ou galvanisé. Alors là, on appelle ça de l'ébarbillage. C'est-à-dire qu'on enlève les bavures après une opération de fraisage. Donc on enlève les bavures qui sont sur la surface qu'on a fraisée. Il faut juste enlever la bavure, il ne faut pas frotter le doublé or, il ne faut pas le rayer. Donc il faut juste... ça dépend de la bavure, si elle est importante ou pas. Il suffit de la soulever et de l'enlever, de la faire sauter. On arrive à faire du déchet. On essaie d'en faire le moins possible, mais bon, ça arrive. Moi, ça fait déjà quelques années, oui, que je suis là dans l'atelier de fraisage. Combien, je ne sais plus. Peut-être 10 ans, quoi. Pour réaliser la monture, on va commencer par fabriquer la face. Ça représentera entre 20 et 25 opérations, suivant la complexité du produit. Ensuite, on va en parallèle fabriquer une paire de branches. Donc là, vous pouvez compter également une quinzaine d'opérations. Donc vous êtes déjà une bonne quarantaine d'opérations. 10 à 15 opérations pour l'assemblage. On va rajouter des pièces plastiques, rehausser avec des pièces métal sur des pièces en acétate, etc. Bon, beaucoup de combinaisons. Et tout ça, c'est quand même réservé à des produits de petite et moyenne série. On n'est pas dans l'automobile ici. Hein. Le produit ne vit que 18 mois en gros. Donc, vous voyez, des séries courtes, à durée de vie assez courte. Dans notre métier, on utilise du matrissage, de l'étampage, on utilise des pliages, des roulages, on travaille des fils jusqu'à 1,7 mm de diamètre par exemple. On réalise des micro-usinages sur machine commande numérique, on maîtrise la soudure chez nous, les différents types de soudure nécessaires. Donc il y a énormément d'opérations, ça veut dire qu'il y a également beaucoup d'outillages spécifiques à réaliser, de sorte de réaliser le produit. On est ici dans une usine, donc un bâtiment industriel, c'est-à-dire qu'on travaille des séries industrielles, même si ce sont de petites séries, ce sont quand même des séries industrielles. En revanche, ces séries industrielles souvent sont travaillées d'une façon artisanale. Et c'est ce qui fait aussi la qualité qui est reconnue à nos produits, c'est qu'on est des artisans industriels ou des industriels artisans. On a l'impression qu'une lunette, quand on voit, c'est plat. En réalité, c'est pas plat. Une lunette, c'est galbé dans tous les sens. C'est-à-dire, c'est galbé dans le sens, dans ce sens-là. C'est galbé dans ce sens-là. Chaque verre est galbé également dans les deux sens. Donc, c'est vraiment quelque chose d'excessivement compliqué. Je fais le soudage de face. Donc je positionne mes cercles sur un jeton. Donc après je viens mettre une soudure or en haute température. Et on essaye de pas se rater.
Ça fait 39 ans que je suis dans l'entreprise. Donc quand je suis rentrée dans l'entreprise, on faisait beaucoup de doublé or laminé. Donc j'ai fait un remplacement et ils m'ont gardée. Et moi, comme bon, j'aimais ce métier-là, donc je suis restée. Voilà. Au bout de la chaîne de production, les lunettes entrent dans le circuit de la finition. C'est au tour des polisseurs de donner leur éclat et leur brillance aux montures. Ensuite, le rhabillage, étape décisive où l'œil et le savoir-faire ne peuvent être remplacés par la machine. Ici, on ajuste la lunette, on vérifie sa prise en main et l'équilibre de la monture. C'est vrai qu'il faut avoir le coup d'œil, mais c'est surtout une habitude de travail qu'il faut avoir et puis une routine qu'il faut essayer d'exécuter toujours de la même façon pour rien oublier aussi sur les 20 opérations. Ça peut aller de, on va dire, 5 minutes à un quart d'heure. S'il y a un problème dessus, ça peut aller jusqu'à un quart d'heure. Ouais. Et quelquefois, malheureusement, le rebut. On croit souvent que justement le rhabillage va rattraper les erreurs, mais ça les rattrape pas vraiment, ça les cache un petit peu, mais ça les rattrape pas vraiment. Mais encore une fois, une lunette se fabrique pas à l'opération de rhabillage, elle se fabrique tout au long de ces différentes opérations. Et chaque phase est importante dans la fabrication de la monture. Hein. Alors, le modèle d'industrialisation maurésien est quand même maintenant assez connu. Il a donné lieu à un concept qui s'appelle l'industrialisation douce, c'est-à-dire que c'est une industrialisation finalement sans grandes usines, sans cheminées qui fument, sans détérioration du paysage, donc sans grande ville. C'est une industrialisation qui repose essentiellement sur des petites usines au mieux, mais surtout des ateliers et du travail à domicile. Mais ce qu'il faut savoir en même temps, c'est que la région la plus industrialisée du monde, dans la première moitié du 19e siècle, ce n'est pas l'Angleterre, c'est l'arc jurassien. Parce que dans l'arc jurassien, c'est là que l'on produit la plus grande quantité d'objets manufacturés par habitant. Finalement, la région la plus industrialisée réellement, en Europe et probablement dans le monde, dans la première moitié du 19e siècle, c'est l'arc franco-suisse, l'arc jurassien, et pas l'Angleterre. Les paysans allaient chercher les ébauches chez les industriels à Moret. C'était chaque samedi, jour du marché. Ils en profitaient pour faire leur marché, donc reporter les lunettes qu'ils avaient fabriquées dans la semaine et revenaient avec les ébauches pour la semaine. Oui, on peut dire que tous les villages autour de Moret faisaient ce travail. Mon grand-père avait des clients en Grèce, à Moscou. Vraiment, ça montre qu'on était la capitale de la lunetterie à une certaine période. Moi, j'ai eu vendu aussi en Argentine. Alors, l'Argentine, comme beaucoup de pays dans le monde, souhaitent des lunettes vraiment françaises et avec un signe distinctif pour bien faire voir que c'est une lunette française. Alors, on nous demandait ou de mettre Paris ou de mettre la Tour Eiffel, de mettre le logo de la Tour Eiffel imprimé sur la lunette. Jusqu'au milieu du XIXe siècle, la lunetterie grandit à l'ombre de l'horlogerie. L'essor de la lecture favorise le développement de cette nouvelle industrie. Certains entrepreneurs affichent leurs ambitions. Ils bâtissent de grandes usines où l'on maîtrise toutes les étapes de fabrication. La ville témoigne de cet essor. En 30 ans, la population passe de 1200 à 5000 habitants. En 1910,
Moret est décrite comme une intense fourmilière où les lunettes circulent d'atelier en atelier. La ville se structure, elle accumule une certaine richesse, effectivement, avec une ouverture sur le monde. Et Moret va avoir la capacité de faire venir le chemin de fer jusqu'à elle, ce qui a été pendant longtemps la voie ferrée la plus coûteuse de France, peut-être même d'Europe, puisqu'il a fallu réaliser de nombreux ouvrages d'art, les fameux viaducs de Moret qu'on peut encore voir aujourd'hui. Les grandes familles, Lamy, Malfroy, Romanet, etc., ont fait venir le train jusqu'à Moret dans l'intérêt de leurs industries. Donc ça contribue à la réussite commerciale et donc à la réussite de l'ensemble. L'arrivée du chemin de fer va favoriser les échanges et participer au développement de la vallée. Sur leur lancée, les industriels morésiens soutiennent financièrement la construction d'un hôtel de ville prestigieux avant de créer la première école d'optique-lunetterie qui deviendra bientôt un lycée d'État. C'est un lycée qui a de l'histoire, qui a été voulu au départ par la profession parce que les entreprises du coin voulaient des gens qualifiés. C'était le premier lycée d'optique en France et donc il a formé les premiers opticiens de France. À l'époque, il y avait une activité énorme puisque on fabriquait ici toutes les lunettes pour la France, pour l'Europe, pour le monde entier pratiquement. Et donc ça fourmillait d'activités et d'où le besoin de l'école. Et quand on sait qu'il y avait que à peu près 30 à 40 étudiants dans cette école, et quand on voit les bâtiments qui ont été construits, qui en accueillent aujourd'hui 850, il fallait être visionnaire pour faire un lycée comme ça. Donc là, on en conclut que l'axe est bien à 90. D'accord, donc je remets l'axe à 90. Donc vous mettez l'axe avec le rapporteur à 90, et puis là on va quand même confirmer l'axe. Du coup, il faut que je remette comme ça. Exactement, okay. C'est ça. Mais tu m'as brouillé là ? On a toujours une aura nationale, on est toujours reconnu comme un petit peu une référence dans le monde de l'optique. Je dirais que les entreprises sont constamment présentes dans le lycée, on a beaucoup de liens avec eux. Il faut savoir aussi que la plupart des entrepreneurs du coin sont passés par le lycée. Donc ils n'ont pas oublié en fait ce passage et ils continuent à travailler avec nous. Beaucoup d'élèves sortant de chez nous travaillent dans ces entreprises-là. Et les Morésiens savent bien que l'optique lunetterie, c'est un ensemble et qu'on achète ses lunettes chez un opticien. Donc si les opticiens sont formés à Moret, forcément, le lien privilégié entre la ville de Moret et les opticiens qui s'installent dans toute la France, voire aussi en Suisse, etc., est un atout. Et c'est un moyen, quelque part, de contrôler, peut-être de verrouiller même un petit peu le marché, en tout cas français, de la lunette. On a formé ici pendant des années les opticiens de France. Mais malgré tout, ça reste un monde un peu confiné. Et le lycée garde encore cette image de famille. Je suis arrivé ici en 1992 en me demandant ce que je venais faire là. Et vous voyez, ça fait plus de 20 ans. Je me suis attaché en fait à la vallée. Je me suis attaché à la filière, aux gens. Les gens sont chaleureux ici. C'est une région particulière, le Jura. Il fait très chaud l'été, il fait très froid l'hiver. La région la plus froide de France se trouve dans le Jura. Cette industrie lunetière est liée à toutes ces conditions climatologiques, sociales, sociologiques. Et chaque jurassien, au sens le plus noble du terme, se sent réellement concerné par la lunetterie. Tous les gens qui travaillent ici sont jurassiens. Donc on est réellement conscient de ce que représente ou de ce qu'a représenté la lunetterie. Et on est fiers de ça. Moi, je me sens profondément lunetier, vraiment profondément, intimement, enfin complètement.
On ne se sent pas isolé du tout, on ne se sent pas seul dans le Jura, c'est le berceau de la lunetterie. Et donc, beaucoup de sous-traitants se trouvent autour de Moret, beaucoup d'entreprises, quelles qu'elles soient, dans différents domaines d'activité qui touchent la lunetterie, se trouvent sur le bassin autour de Moret. Il y a énormément de métiers à maîtriser pour fabriquer des lunettes métal et on utilise les hommes là où ils sont. Et en l'occurrence, Moret, le Haut-Jura, est le berceau de la lunette depuis maintenant à peu près 150 ans. Et c'est là que les techniques ont été inventées, c'est là qu'elles ont été améliorées et c'est là qu'elles se trouvent. Vous ajoutez à ça une main-d'œuvre assez historiquement qualifiée. Il n'est pas rare de trouver dans les entreprises encore aujourd'hui deux générations. Les parents et les enfants, ça existe chez nous à plusieurs endroits. Et donc, ça veut dire qu'il y a encore une tradition, même si la filière a souffert depuis quelques années. On est tous concurrents, mais je pense qu'on essaie de travailler un peu tous ensemble pour maintenir cette filière à ce niveau sur le bassin. Le canton de Moret rassemble tous les métiers de la lunette et fait travailler 1800 personnes au sein d'une quarantaine d'entreprises. Certaines sont spécialisées dans la fabrication de pièces détachées, comme les branches de lunettes ou les vis, d'autres dans le polissage ou la coloration. Cette sous-traitance, c'est quelque chose de totalement indispensable. Et on parle le même langage. C'est-à-dire quand on leur dit « nous, on veut que vous fassiez ça » et tout, ils comprennent ce qu'on veut dire. Quand on leur dit « dépêchez-vous parce qu'on a des exigences de délai », ils comprennent ce qu'on veut dire. Quand on leur, etc., quand on leur dit « on a besoin de tel produit », ils comprennent ce qu'on veut dire. Ils savent le faire parce que ce sont des techniciens avant tout, des techniciens de très 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 haut niveau. J'ai au moins 2 sous-traitants dont je ne peux pas me passer, qui sont indispensables à ma vie, à la vie de l'entreprise. Fabriquées en petite série, les montures sont de plus en plus personnalisées. Polissage, décoration, peinture sont réalisés à la pièce par des ouvrières ou des ouvriers spécialisés. J'ai appris sur le tas. Quand je suis arrivée, je ne connaissais pas du tout. Puis ça vient automatiquement. Et... Puis bon, je veux dire, il faut aimer. Bon, voilà. Je fais de l'essuyage sur ma monture. Il y a eu déjà une première couche qui était un vernis brillant que le vernisseur a fait. Et il a mis une couche de vernis fuchsia juste sur le dessus. Je dévoile le vernis brillant, mais à certains endroits, en faisant bien attention de ne pas toucher dans les rainures. Je peux passer 2-3 minutes, 5 minutes, ça dépend. Je peux faire 10 montures à l'heure, comme 12 montures, 15. Moi, j'aime bien tout ce qui est minutieux, mais c'est vrai que là, je suis gâtée. Il n'y a pas beaucoup de robots dans la lunetterie. La main de l'homme est indispensable. Je ne sais pas comment on fait une robe, ça doit être compliqué aussi, mais c'est très compliqué de faire des lunettes. C'est très compliqué de faire des lunettes. Et savoir que ces lunettes qui sont faites de façon compliquée servent à éclairer quelqu'un, à éclairer la façon dont on le perçoit, à éclairer la façon dont il veut être perçu, je trouve que ça, c'est très très important. Donc je suis maquettiste, donc je pars d'un plan, d'un dessin, et je dois réaliser une monture de A à Z entièrement à la main. Dans le but de faire des essais sur les visages, voir l'esthétique, voir la dureté, voir le poids.
voir si c'est réalisable en production. Donc une fois que la maquette est validée, il y a tous des plans qui sont faits au bureau d'études, qui partent en mécanique pour faire les outillages. Des outils différents à chaque monture. Ouais, à chaque fois, c'est quelque chose de nouveau, quoi. Je veux dire, toutes les lunettes se ressemblent, mais il y a toujours un petit détail différent sur chaque monture. Ah oui, d'accord. Voilà. Mais c'est Pour faire des choses. Voir ce que ça donne. Ça, c'est d'une certaine couleur. Ça, c'est une autre couleur. Ça permet de souligner cette forme qui est vraiment très jolie. Je vais essayer, je suis un spécialiste de l'essayage des lunettes de femme. Voilà. Non, mais c'est bien. Elle est bien posée. Elle pose bien. On ne peut pas imaginer de passer un an sans proposer de nouveaux modèles. C'est complètement impossible. Qui aurait pu dire il y a maintenant 40 ans que les lunettes deviendraient des articles de mode, pour ne pas dire de luxe. L'explosion de la mode dans les années 60 a fait décoller la production de lunettes made in France. On ose les formes, les couleurs. C'est le temps de l'insouciance et de la prospérité. En 10 ans, la production française a été multipliée par 4. Les exportations ont été multipliées par 13 et les importations seulement par 6. Je pense que ces chiffres se suffisent à eux-mêmes. L'avenir s'annonçait radieux. Rien ne semblait pouvoir mettre un terme à cette euphorie. Après 30 années de croissance, la lunetterie morésienne subit de plein fouet les effets de la mondialisation. Licenciements, délocalisations, fermetures d'usines se succèdent. Au cours des années 90, la ville perd un quart de sa population. C'est impressionnant parce que c'est vrai qu'il y a une trentaine d'années, la Morée distribuait dans le monde entier, quoi. Les fabricants, il y avait deux pôles de fabrication dans le monde. C'était dans le Cadore en Italie et dans le Jura à Morée qui fabriquaient pour le monde entier. Après, la Chine est arrivée tout doucement et aujourd'hui, la Chine, je pense que 95% des montures vendues en France proviennent de Chine. D'autant plus que les usines qui ont été déplacées, elles sont déplacées en Asie. Alors, le travail est pas mauvais, mais si vous voulez, il n'y a pas ce côté avant. On allait chercher la charnière chez Intel, à Moret. Maintenant, c'est fini. C'est une autre façon de travailler. Ça fait longtemps que la lunetterie se serre un peu les coudes quand même. On a vécu des périodes difficiles. Il y a eu la délocalisation des gros sites de production qui a quand même entraîné une certaine casse au niveau des entreprises. Aujourd'hui, j'utilise souvent l'expression on met les chariots en rond avant que les Indiens arrivent, mais on se resserre un peu les coudes, oui, on reste très très proche, on essaye de travailler en commun. Ça, c'est quand même quelque part au bénéfice de l'activité de la filière dans son ensemble. Faire des montures de qualité ne suffit plus pour rester compétitif. Il faut pouvoir créer de nouvelles collections tous les 6 mois et suivre au plus près les tendances de la mode. Dans ce bureau d'études, designers, coloristes, prototypistes conçoivent 200 à 300 modèles de montures par an. Ici, c'est le point de départ de toute la création. C'est là où va naître la lunette. On est curieux de tout, même dans d'autres domaines, la mode, l'automobile. Parce qu'on va, évidemment, on va s'approcher on va vouloir aller voir tout ce qui se passe en termes de nouveaux matériaux, de texture, de mode, évidemment, dans les couleurs, dans les aspects, uniformes tendance de 2016 ou 2017. Ouais, ils ont vraiment adhéré à l'effet. Parce que c'est pas vu et du coup... Ce qui serait bien, c'est de gagner un petit peu peut-être un grain, un toucher. Oui, on sent plus le côté minéral du matériau. Et les oranges, les branches oranges, ça la branche orange a plu surtout à l'export aussi. C'est un peu comme la mode, hein, c'est cyclique. Hein. On passe par une période où les montures sont très légères, très fines, aériennes. Après, on peut passer par une période où les montures sont plutôt en acétate, plus épaisses, avec des volumes plus importants. La mode est dans l'air du temps et on s'inspire de ces tendances pour créer. Donc c'est de la soie. Hein. Oui, oui. C'est les échantillons de tissu qu'on a reçus pour contrôler les couleurs. On est passionné de lunetterie. C'est une vraie passion, donc tous les gens qui sont dans l'entreprise sont passionnés de produits. Donc c'est un peu comme un écrivain qui écrit son livre. Donc on crée un modèle, on met à peu près autour de 8 mois entre le moment où on dessine le produit et le moment où il est diffusé sur le marché. C'est vrai que c'est un bébé
on est fragile à ce moment-là parce que tout le monde découvre le produit qu'on a travaillé avec les designers, avec le bureau d'études, avec tous les sous-traitants, tout le monde a travaillé sur le produit. Et c'est une vraie passion. On est passionné du produit, passionné de la bijouterie. On a à peu près 1000 références par an, toutes formes, toutes couleurs confondues. C'est vrai que ça fait beaucoup de créations, énormément de créations. Et la durée de vie des modèles est de plus en plus courte. Donc c'est pas une fuite en avant, mais il faut créer de plus en plus. Oui. Effectivement, par rapport à une époque, il y a une vingtaine d'années, où les produits avaient une durée de vie peut-être de 3-4 ans. Et aujourd'hui, la durée de vie maximum des modèles, c'est 2 ans. Dans les années 80, les lunetiers du Jura se regroupent pour défendre ensemble leurs intérêts et faire front commun sur le marché mondial. Ce syndicat organise des actions collectives et investit dans un laboratoire de recherche à l'UTEC qui teste des milliers de montures chaque année. Il y a principalement des tests mécaniques et des tests optiques. La majorité des tests en fait, sont réalisés sur le verre solaire. On mesure ses caractéristiques de transmission. Et puis on a aussi quelques tests mécaniques sur la monture, donc de déformation du pont ou d'endurance des charnières. On a aussi un test de solidité sur le verre. On a observé une mutation des entreprises de la filière qui sont passées d'un schéma de fabricant où ils réalisaient l'ensemble du produit, on va dire, de la conception jusqu'à la finition, à un modèle où ils sont devenus plutôt des créateurs-distributeurs. Et on a par exemple des exemples de donneurs d'ordre de régions parisiennes qui utilisent des sous-traitants depuis des années locaux pour réaliser les produits sous le nom de ce donneur d'ordre parisien. Ah oui, là, ils sont bien, là. Exemple de ce nouveau mode d'organisation, l'entreprise Lafon, installée en banlieue parisienne. Ici, on ne fabrique aucune paire de lunettes, mais on imagine et on dessine les montures de demain. Leur fabrication est ensuite confiée à un lunetier installé dans le Jura. Il y a un truc qui est hyper important, c'est que chacun a son métier. Et mon métier, moi, c'est de décider des lunettes, de choisir des couleurs, d'imaginer ce qui va se passer dans la mode. Et ensuite, il y a la personne avec qui je travaille dans le Jura qui va la réaliser. On travaille avec la même usine et le même partenaire depuis plus de 30 ans. Et quand je vais lui montrer mon dessin, je vais lui expliquer ce que je veux sur la finition, sur le ressenti de la lunette, et ben on va réussir à le conceptualiser. Et lui, à travers ses dessins 2D et 3D, puis l'usinage, fera un proto qui en général est très proche de la réalité. On a reçu la 192 qui va s'appeler Soupir. C'est une Lafon Paris Femme. Ça va être une acétate complète. On est pas mal sur la croisée. Donc là, on a reçu un dessin artistique du client en 2D. Et à partir de ce dessin artistique, on va venir faire la conception en 3D du produit. Et à partir de cette conception en 3D, on va venir faire l'industrialisation pour fabriquer les programmes et les outillages pour pouvoir livrer la lunette en temps et en heure à notre client Lafon. Ok, c'est une modif. On a eu juste une retouche de face, c'est tout. Très bien. Voilà. Et ben on en voit. Sur chaque collection, il y a des nouveaux produits. On va venir intégrer du bois, du carbone, des différentes matières. Et donc il y a toujours des nouvelles idées. Les créateurs débordent d'idées et nous, on déborde de problèmes. Donc tout va bien. C'est l'éternel débat entre la création et l'industrialisation. Les gens ont un rêve. Le but, c'est de trouver le moyen d'arriver à atteindre le rêve du client et d'avoir vraiment la lunette qu'il désire. Une fois les lunettes usinées et assemblées chez Thierry SA, elles sont expédiées à Issy-les-Moulineaux, au siège de l'entreprise Lafon. Après un contrôle rapide, les montures sont conditionnées et commercialisées par ce créateur-distributeur. Quand on a commencé à fabriquer des lunettes, on était tout petit. L'usine du Jura était aussi toute petite et on a réussi à s'entendre parce qu'on avait des petites quantités à fabriquer. Pour lui, c'était tout à fait possible. C'était quelqu'un de jeune à l'époque, moi aussi d'ailleurs. Et je pense qu'il avait une vision complètement différente du métier et de la fabrication. Voilà. Et c'est comme ça qu'on s'est entendu. On fait encore partie de la génération de gens qui
peuvent travailler sur parole. Ça a été le cas pendant toute mon activité avec Philippe Lafont. C'est encore le cas aujourd'hui où je suis en face de ces équipes. Voilà, les choses se passent plutôt bien. Il y a 40 ans, on a dit top là, on travaille ensemble et on n'a jamais aucun papier entre nous, etc. C'est une véritable confiance en fait. Ce nouveau modèle d'organisation entre donneurs d'ordre et fabricants a relancé la production et permis une relocalisation partielle de la fabrication. À leur tour, designers et créateurs tentent leur chance, à l'instar de Philippe Dinet, qui vient de lancer sa propre marque de lunettes. Il s'est rapproché de la société Naja, chargée de la mise au point et de la fabrication de ses montures. Nous, on a imaginé des lunettes extrêmement techniques, très innovantes dans la partie usage comme dans la partie technique. Et ces innovations amènent de multitudes de complexités qu'on n'avait pas auparavant. Et toutes ces complexités nécessitent, comme tous les détails, d'être travaillés, mis à jour. Le fait d'être en France permet cette réactivité, permet d'aller très vite, d'imaginer beaucoup plus de choses qu'on ne pourrait pas faire à l'étranger. C'est pas possible dans ce sens-là, qui va donner la souplesse là, surtout avec la coloration, parce que dès que tu mets la coloration... C'est un petit peu plus rigide. C'est un peu plus rigide. Et en fonction des couleurs, les différentes épaisseurs. Et c'est uniquement ce côté-là qui gêne un peu et qu'il faut qu'on arrive à résoudre. D'accord. Dès qu'on l'écrase, voilà, dès qu'on l'écrase, je reprends celle-là, dès qu'on l'écrase, tu vois, on l'écrase, et là, c'est pas lourd, hein, mais j'ai un tout petit décalage qui se produit de ce côté-là. Ça ne remet pas en cause le process, mais voilà, il faut qu'on bosse notre branche droite et notre branche gauche différemment. D'accord. Il y a un vrai savoir-faire, un savoir-faire historique, il y a un savoir-faire de relation et d'accompagnement, parce qu'à l'étranger, quand vous y allez... voilà, vous dessinez un produit, le produit est fabriqué, puis voilà, terminé. Donc évoluer par rapport à ce produit, c'est presque impossible, ou en tout cas extrêmement compliqué. Alors que là, ce tissu, ce professionnalisme, cette tradition, ce savoir-faire permet la réalisation de produits comme celui-ci, et sans ce savoir-faire, pas de possibilité. Et il me faudrait une cuivre et anis. Là c'est pareil, il faudrait que j'ai un verre en couleur, mais je pensais... flash multichrome bleu. Okay. 44. Toutes les montures peuvent être avec des verres dégradés, avec des verres multichromes ou avec des verres plats. Alors, solaires. Ça c'est la plus grande. Le fait de mettre des verres teintés, c'est une autre monture. Donc elles peuvent être livrées elles sont donc il y a gris arctique, prune. On suit les tendances, on suit la mode, on suit, on regarde un petit peu tout, aussi bien dans l'habillement, dans le design, c'est des courants. Hein. Essayez de voir la plus grande. Le sourire est important. Bon. Je vais prendre la moyenne. Donc 42. Chromé. Il y a énormément de monde sur le marché, mais enfin je pense pas que ça soit une partie ingrate parce que enfin pour moi c'est une partie très importante. On ne peut pas rester même faire des produits ou rester dans un bureau ou rester dans une lunetterie sans être au contact direct avec le client opticien. Ça arrive assez souvent qu'on ne vende pas la première fois. Il y a des clients qui ne vous connaissent pas ou qui ont entendu parler de vous, qui vous ouvrent les portes de leur magasin. Vous pouvez leur présenter la collection, leur expliquer quel est le message de la société. Il arrive effectivement que l'achat ne se pratique pas immédiatement et donc il faudra un autre passage.
L'opticien, on le convainc en lui présentant des produits de qualité à des prix raisonnables et puis en lui proposant un bon service, donc un bon service de livraison, un bon service après-vente. Et l'opticien, quand il a l'habitude de travailler avec une maison morésienne et qui sait qu'il n'aura jamais de problème par rapport à des maisons qui vont travailler avec des griffes ou autres, mais qui vont importer 100% de leurs produits, si vous cassez votre lunette et que vous mettez 2 mois avant d'en avoir une nouvelle parce que la monture n'est plus en stock et puis il faut qu'elle vienne d'Asie et qu'elle transite par un distributeur en France, ben, la fois d'après, vous n'allez plus acheter ce type de produit parce que quelqu'un qui a besoin de lunettes, il a besoin de lunettes, il ne peut pas s'en passer et il ne peut pas se permettre d'attendre 15 jours, 3 semaines, 1 mois avant d'avoir le remplacement d'un produit. Là, vous avez 3 modèles femmes, donc Somerset, Syracuse et Stromboli. Et donc là, avec 4 couleurs, donc toujours une écaille puisque chez Lafon, c'est notre faire-valoir. On sait que c'est de la fabrication française, donc c'est un argument auquel les clients sont de plus en plus sensibles. Ils ne l'évoquent pas forcément tous spontanément dans leurs critères de recherche, mais en revanche, quand on l'évoque, ils y sont particulièrement sensibles. Quand le client hésite entre 2 montures, ça peut être un facteur de décision in fine. Nous, il y a un peu une volonté aussi de soutenir une activité française et l'industrie française, donc c'est vrai qu'on y est sensible aussi d'un point de vue plus de nos convictions, quoi, si je puis dire. Celle-ci aussi est une nouveauté. L'idée, c'était voilà, d'avoir un petit décor sur la branche et de pouvoir tenir les cheveux des dames plutôt que de mettre la lunette sur la tête. Astucieux. Je te laisse essayer, Caroline. Et je pense que l'honnêteté, c'est de faire travailler des gens qu'on connaît bien en France et de ne pas chercher systématiquement la rentabilité et de dire que si on les fait faire en Chine, ça nous coûtera moins cher, donc on gagnera plus de sous. Enfin, je pense que c'est pas uniquement ça. Enfin, je pense que c'est un peu plus profond. Aujourd'hui, en France, on se trouve confronté à une course au moins cher. La course au moins cher, dans une industrie de main-d'œuvre, elle devrait logiquement passer par la main-d'œuvre moins chère. Ici, moi, c'est mon usine. J'en suis propriétaire à 100%. Donc, je suis excessivement concerné par ça. J'ai envie de la garder. Ça me plaît. Ça me plaît de travailler avec les gens et qui, je les connais tous. Ils me connaissent tous. Ils ont confiance en moi. Ils ont confiance en moi pour assurer leur avenir. Moi, j'ai confiance en eux pour m'aider à assurer notre avenir commun. Malgré la concurrence des pays émergents, comme la Chine ou la Corée du Sud, la lunetterie française a réussi à redresser la tête et à maintenir sa production au cours des 15 dernières années. Mais en 2014, sous la pression des mutuelles, le gouvernement français a décidé de plafonner le remboursement des lunettes à 150 €. À 150 €, on sait tous qu'il est impossible de fabriquer une monture en France, donc ça nous impacte, nous, fortement, producteurs français. On ne comprend d'ailleurs pas pourquoi une telle mesure a pu être prise, sachant qu'un produit guère plus cher aurait pu, lui, être 100% fabriqué en France avec une qualité largement meilleure. Auparavant, le consommateur était libre d'acheter les produits qu'il voulait, d'avoir la mutuelle qu'il voulait, etc. Et aujourd'hui, avec tout ce qui a été mis en place par le gouvernement, on s'aperçoit que demain, l'employeur va choisir pour le salarié la complémentaire, puisque ça va devenir obligatoire à partir de l'année prochaine. Ça veut dire que le salarié ne pourra plus choisir sa complémentaire. En numéro 2, la complémentaire, de par les réseaux fermés, elle signe des accords avec les opticiens. Donc demain, le consommateur ne pourra plus choisir son opticien. Puis quand il va arriver chez l'opticien va lui dire il faut choisir dans cette ligne de monture parce que les autres, elles ne sont pas remboursées ou elles le sont moins parce qu'elles ne rentrent pas dans les contrats responsables. Donc demain, le consommateur pourra choisir ni sa mutuelle, ni son opticien, ni son produit. Et on va se retrouver, en exagérant à terme, avec un peu tous les mêmes lunettes, alors qu'on avait la chance d'avoir une filière qui allait dans ce sens-là. Cette pression sur les prix a encouragé les fabricants à se tourner vers les montures haut de gamme, le luxe, la créativité. De plus en plus accessoires de mode, les lunettes s'apparentent parfois à de véritables bijoux. Ce virage vers le haut de gamme pousse naturellement les lunetiers français sur le chemin de l'exportation, qui représente aujourd'hui 60% de la production française. Même si aujourd'hui on passe sur une période où il y a une grosse pression sur les prix, je pense qu'on reviendra quand même sur un produit de qualité, sur un produit créatif.
Et puis on travaille beaucoup aussi sur l'export. C'est vrai qu'aujourd'hui nous réalisons une grande partie de notre chiffre d'affaires sur France, mais on investit beaucoup à l'export, sur l'Asie, sur l'Amérique du Sud. Si j'étais pas optimiste, j'aurais fait autre chose et puis où je ferais de la pêche à la ligne, mais globalement, je suis encore un peu angoissé pour le marché français. Je pense que les autres marchés sont encore des marchés très ouverts et où on peut vraiment faire des choses. The combination frames and similar thing is very many brands, but this shape or identity is totally different. And they sell that to the consumer who love that, and they want to hear the story again and what's happening. I see it's not a question of quantities. I mean, it's a question first, of doing like a nice product and be true. Inquiet non, parce que il y a quand même une grosse partie de la clientèle qui est amoureux du beau produit, qui en a peut-être un peu marre du bling bling ou d'autres choses et qui veulent un produit qui est une histoire. Je ne lis pas dans la boule de cristal, mais ce n'est pas possible avec l'histoire que nous avons que l'aventure s'arrête. Au contraire, je pense que ça peut se redéployer. La lunette a toujours survécu à des moments difficiles, très difficiles. Encore une fois, les savoir-faire sont dans ce bassin, des savoir-faire important, très varié. Le bassin a su remonter, rebondir à chaque fois. C'est au travers peut-être de ce travail manuel qu'on essaie de retransmettre la passion qu'on a pour les lunettes que l'on fait, certainement. Le fait de refaire des gestes simples, des gestes du passé pour construire, pour faire un produit, de répéter ces gestes et en les répétant, de penser à diverses choses, etc. On dit retransmettre la passion. Je pense que c'est là que ça se passe. Il y a des choses qui sont intéressantes dans le métal et de pouvoir le travailler personnellement, manuellement, avec ses propres mains, c'est extraordinaire.